BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Cercle des économistes. Il y a une envie de France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était mon invité tout à l'heure, Jean-François Cirelli, aujourd'hui patron de BlackRock pour la France. BlackRock, je vous le rappelle, c'est le plus gros investisseur dans le monde entier. On a le sentiment qu'au lendemain de ce raz-de-marée en marche et de ce jeu de massacre pour les partis traditionnels, on est dans une phase un peu différente. On en parle avec des économistes très dissipés, en l'occurrence Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Jean-Hervé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Heureusement que vous êtes professeur. Et Christian Saint-Etienne aussi, qui est membre du Cercle des économistes et qui est professeur d'économie au CNAM. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à nouveau. Et puis Emmanuel de Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Si tous les profs d'économie étaient comme eux, oui, peut-être que les Français seraient meilleurs en économie. Vous me direz, c'est pas difficile. Dans votre livre, Jean-Hervé Lorenzi, on en reparlera un peu plus longtemps. L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google? Vous dites, c'est aujourd'hui le moment du recul du monde rationnel. Est-ce qu'on y est là sur le plan politique? Est-ce que c'est le recul du monde rationnel? Parce que là, on a l'impression que quelle que soit la personne, eh ben, il y a une étiquette en marche et hop, vous êtes élu ou autant pas être élu. Oui, mais on peut dire que peut-être deux choses. La première, c'est que au fond, les Français ont été à la fois désintéressés et rationnels, désintéressés au sens que ils ont trouvé que c'était quand même pas une élection très passionnante, et rationnels au sens où on donne à ce jeune président que le monde nous envie, on donne au fond toutes ses chances. Peut-être qu'il faut y rajouter deuxième remarque que ces premiers pas ont été très remarquables. On va parler d'économie dans un instant, mais oui. Au fond, l'idée, son programme et son planning sur les ordonnances, sur l'évolution du marché du travail, est en réalité ce que vraisemblablement les Français, consciemment ou inconsciemment, attendent depuis très longtemps. Or, c'est le 8 juillet que sont présentées la loi d'habilitation, etc. On a l'impression que ça y est, c'est parti, on va vite, c'est organisé, très travaillé, etc. Donc, au fond, autant je suis inquiet sur la technologie, autant je suis rassuré sur la politique. Christian Saint-Etienne, on a l'impression qu'effectivement le président, il va scander, il a un agenda et que tout est dans sa tête, c'est-à-dire que la rentrée, bon là c'est les élections bien sûr, à la rentrée on va avoir en septembre la réforme du marché du travail. En octobre, a priori, selon mes informations, il y aura un grand plan de compétitivité pour attirer les investisseurs. Et troisième temps, ça sera l'agenda social avec l'assurance chômage, etc. Est-ce qu'il a les moyens de faire ça? Parce qu'il y a quand même un petit rendez-vous budgétaire, un vague petit rendez-vous budgétaire. Préalablement, vous posiez la question entre rationnel et finalement la capacité du président à tout organiser. Je pense quand même qu'on peut dire... Et c'est très important, hein. On se souvient que c'était la question que posait toujours Napoléon, mais enfin ce président, surtout pour l'instant, il a du bol. C'est-à-dire qu'à chaque pas qu'il fait, la quille qui peut le gêner tombe. Donc depuis 6 mois, c'est merveilleux. Donc si ça continue pendant 5 ans, il va nous amener très loin et très haut. Mais on ne peut pas effectivement compter uniquement sur la chance, et la raison doit compter également. Ce que l'on observe de ce point de vue, c'est que pour l'instant, il a annoncé dans les mesures qu'il a présenter que des hausses de dépenses. Hein. Je prends simplement une mesure. Il a une jeune ministre de la famille. Elle a annoncé qu'elle allait réformer le congé de maternité et elle a dit dans tous les domaines on prendra le niveau le plus élevé. Très bien, pour les électeurs c'est parfait, mais pour les finances publiques c'est autre chose. On nous a annoncé qu'il allait élargir l'assurance chômage, y compris aux démissionnaires. Coût estimé 8 milliards d'euros. Financement en face, c'est pour après les élections. Donc on est dans une période où les Français sont tellement subjugués apparemment qu'ils ne posent pas de questions sur le financement des énormes mesures qui sont annoncées. Néanmoins, vous parlez du plan de compétitivité. Je pense qu'il va marcher sur l'eau jusqu'au mois d'octobre, mais quand il va devoir annoncer les mesures qui nous permettront de respecter le pacte de stabilité tout en retrouvant de la compétitivité, je pense qu'il aura peut-être de l'eau aux chevilles. De l'eau aux chevilles, oui, parce qu'il continue à marcher sur les eaux. Emmanuel de Chypre. Non, mais pour continuer à filer la métaphore historique, l'intendance suivra. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la contrainte
de la crédibilité budgétaire, elle passe au second plan par rapport au choc psychologique. Aujourd'hui, oui. Mais là, on se met dans une perspective un tout petit peu plus moyen terme. Oui, mais si vous pensez que vous faites des réformes, encore une fois, parce que finalement, cette contrainte budgétaire, on la respecte pour qui? Avant tout, pour notre crédibilité européenne. Or, si nos partenaires européens voient... en ce moment, quand même. Oui, mais sauf que si nos partenaires européens voient que si vous leur dites, est-ce que vous préférez qu'on dépasse de 1 ou 2 dixièmes de points de PIB, allez, 0,3 le déficit, et qu'on vous fasse des vraies réformes, ou bien on tient nos engagements et on fait pas de réformes, je pense que tout le monde a choisi les réformes. Donc s'il met les réformes en face, encore une fois, ça me paraît pas être une contrainte de premier plan. S'il met des vraies réformes en face, là, effectivement, je pense que tout sera prêt. Et là où Christian a raison, c'est qu'il y a un opportunisme à mettre en place ce plan d'investissement pour la France. Il y a une mode France incontestablement. Quand vous voyez les effets psychologiques en France et à l'étranger, juste le chiffre de l'enquête qui est faite par la Banque Palatine auprès des PME, et quand même, en début avril, vous avez 45% des patrons qui considèrent que l'économie française va bien. Un mois et demi plus tard, vous en avez 85%. C'est quand même. C'est ce que disait le BlackRock. Je trouvais ça très intéressant parce qu'il disait vraiment il y a une envie de France. On regarde la France maintenant. On regarde l'Europe et la France. Je reprends ce que Christian a dit. J'ai toujours été très passionné par ce que Christian disait. Et une des remarques et un des éléments de la dynamique que Christian a en tête, Christian Saint-Etienne, c'est cette idée au fond que il y a des points qui sont plus importants. Il faut reprendre l'investissement. Toute cette manière au fond de refaire redémarrer notre pays. Or, s'il réussit, on va voir ça très vite, s'il lance ses ordonnances, donc ça va aller, puisqu'il l'annonce avant la fin de l'été, c'est avant la fin, le 21 septembre. Si en même temps, il est capable de donner au fond cette espèce d'attrait qu'on a tous évoqué, je dirais que on commence à redémarrer sur un autre terrain. Après, on va se bagarrer. On va retrouver nos bagarres habituelles qui dépensent, qui financent. Immédiat sur la croissance des 3 prochains mois? Non. Non. Pour l'instant, les prévisions de croissance ne sont pas relevées. Pour l'instant, Macron hérite d'un système productif français qui est extrêmement affaibli depuis une quinzaine d'années. Nous avons aujourd'hui, il faut quand même savoir. Alors, je suis heureux d'être venu ici et d'avoir entendu Emmanuel Le Chypre déclarer que la psychologie c'était plus important que tout le reste. C'est un come out pour Emmanuel. J'ai dit le contraire. Non, mais c'est merveilleux d'entendre Emmanuel nous dire des choses aussi douces. Mais à un moment donné, au bout de la psychologie, il faut quand même qu'il y ait de l'investissement. Mais c'est le principe de l'étincelle, Christian. Oui. Mais d'accord, mais ce que l'on observe, par exemple, c'est que sur la réforme du marché du travail, il nous annonce des ordonnances, mais il annonce rien sur le contrat de travail et rien sur les seuils. Après, justement, c'est tout l'enjeu. Non, mais donc effectivement, on va voir ce qui se passe pendant le mois d'août. Personnellement, je pense qu'on ne pourra pas commencer à porter réellement un premier diagnostic sur ce qu'il fait avant décembre. En décembre, on aura eu la nature des réformes et le réel, c'est-à-dire est-ce qu'il touche au contrat de travail, est-ce qu'il touche au seuil, ça c'est le premier point. Puis normalement oui, les contrats de travail c'est ensuite. Et le deuxième point, c'est surtout sur la fiscalité, c'est-à-dire est-ce qu'il fait vraiment la réforme de la fiscalité du capital qui est absolument décisive, même si pour Emmanuel il suffit de faire des déclarations d'amour, mais à un moment donné il faut quand même baisser les taux de fiscalité. Alors, non mais Christian, c'est pour provoquer Emmanuel. C'est pour provoquer. Parce que nous souffrons tous depuis des années, tu l'as indiqué, d'un pays qui est atone, qui ne sait plus où il va, qui n'investit pas. Brutalement arrive un espèce de petit prodige qui bouleverse la donne. Qui marche sur les autres. Cendrillon. Laissons-nous prendre, griser un peu par cet événement. Deuxième aspect, revenons quand même à un point. On est sur un rythme. La cloche de minuit. Oui. Non, là tu dépasses Christian dépasse son tempérament très profond. Chacun est un peu en position un peu inversée. Sur le fond, on est quand même sur un rythme de croissance qui est vraiment de l'ordre aujourd'hui de 1,4, 1,5, pas très éloigné. Plus que ça. Je ne crois pas aux chiffres de l'INSEE, vous verrez qu'ils seront remodifiés. Là, je suis totalement d'accord avec Jean-Hervé. On n'est que sur 1,4. C'est pour ça qu'Emmanuel me semble pris par... Là, sur les 3 la Banque de France dit 0,5 pour le deuxième trimestre. Sauf, attendez, chacun fera ses prévisions, je fais les miennes.
Emmanuel, si tu m'autorises à terminer ma proposition. On va gagner dans cette affaire de choc psychologique. Évidemment que la psychologie joue un rôle majeur. On va gagner en fin d'année parce que les choses vont aller de manière beaucoup plus positive que précédemment, peut-être 0,2, 0,3 de croissance. On va être à la limite de ce qui nous permettrait de rentrer dans un cercle vertueux. Donc si on arrive à atteindre le 1,8 en fin d'année... de ce qui peut nous faire rentrer dans un cercle vertueux, ça c'est important alors. Oui, ça, très important. Mais la Banque de France a sorti des prévisions il y a quelques jours. Mais elle n'est pas du tout... Elle était comme l'OCDE qui est pas... il y a quelques instants. Les amis, voilà. 0,5. Emmanuel, on parle de fiscalité. Si on fait 0,5 points de croissance au deuxième trimestre après avoir fait 0,4, vous êtes sur un semestre sur un rythme annuel qui est plus proche de 2% que 1%. Oui, mais on n'est pas à 1,5, etc. Donc on n'est pas sur un 4 sur l'année. On est sur en moyenne sur l'année, la Banque de France vient de dire un 4. Laisse tomber la Banque de France, tu ne seras pas gouverneur et donc laissons tomber une illusion. Parlons de nos prévisions. Nos prévisions sont celles que l'on est sur un rythme de croissance ou à l'heure qu'il est vraisemblablement d'1,4, 1,5. On peut penser raisonnablement que cette ambiance qui est quand même très favorable, on ne peut pas dire autre chose, va nous faire gagner non pas 1 point de croissance, mais peut-être 0,2, 0,3, et là on rentre dans une dynamique. Voilà. Juste pour terminer. Non, parce que l'autre point important, c'est que derrière la psychologie, il y a quand même aussi, là où Christian dit, ça n'aura peut-être pas beaucoup d'impact sur la croissance, évidemment pour l'instant, sur la consommation. S'il fait des grosses ordonnances et une énorme réforme de fiscalité, l'année prochaine, on peut avoir... Sur l'investissement, ça peut venir assez vite parce qu'on voit bien que aujourd'hui, quand vous regardez les calculs qui ont été faits notamment par CEO Excel, vous voyez bien qu'il n'y a jamais eu autant de cash, autant d'argent dont les entreprises ne savent pas quoi faire. Il y a du sous-investissement, il y a des vieilles machines à remplacer, etc. Si vous avez un déclic effectivement avec des signaux encourageants, type réforme. Mais il faudra maintenir le suramortissement, ce qui n'est pas encore gagné. Il me semble que moi, il y a de la marge pour qu'on ait quand même une accélération. Par exemple, Edwige a totalement raison. Avec la fin du suramortissement au mois d'avril, on peut avoir un petit creux. Absolument. Donc, d'ailleurs, moi, je pense qu'il devrait conforter l'étincelle en remettant le suramortissement pour 18 mois. Oui, mais ça coûte cher. C'est ce que lui a demandé déjà. Non, mais ça coûte. Là, je suis en revanche d'accord avec mes deux amis. Je suis prêt à investir sur le suramortissement parce que là, ça paye. Ça a eu un effet. On parle de fiscalité. On va parler fiscalité. En l'occurrence, j'ai quand même gardé la parole, Christian Saint-Etienne. On dit donc augmentation de la CSG de 1,7 point, d'accord. C'est pour contrebalancer la baisse des cotisations maladie, chômage. Donc ça va bénéficier évidemment à ceux qui travaillent, aux salariés. Impact négatif, on ne va pas parler des fonctionnaires parce qu'a priori il va peut-être trouver Emmanuel Macron une compensation, etc. Impact sur les retraités. Au-delà de 1 200 €, peut-être qu'il ira jusqu'à 3 000. Est-ce que ça a un impact positif ou négatif en termes de pouvoir d'achat? Alors sur les salariés. Sur les salariés, ça a un léger effet positif, donc ça c'est certain. Et l'effet négatif sur la consommation globale qui pourrait venir de la baisse de la conso éventuelle des personnes retraitées au-delà de 3 000 €. Si on replace ça dans l'analyse qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire la faiblesse de l'appareil productif, il vaut mieux encourager les gens qui bossent à bosser que les retraités qui sont au-delà de 3 000 € parce que à ce niveau-là, objectivement, je ne veux choquer personne, mais ce sont les principaux acheteurs de voitures étrangères et de voyages en Thaïlande. Donc s'ils achètent un peu moins de Mercedes et d'Audi et qu'ils font un peu moins de voyages en Thaïlande, c'est plutôt bon pour la balance des paiements. Bravo, j'indique juste qu'ayant quand j'ai dit ça sur BFM Politique, en interviewant François Baron, je me suis fait ramasser, je vais vous dire. J'ai fait cette proposition il y a 6 mois. Je tiens à te signaler que tu t'es fait 13 millions et demi. Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit avec amour pour les retraités. D'ailleurs, mon père, je lui envoie 1000 BC, mais il est à moins de 3 000 € par mois. Mais la vraie réforme fiscale, et là, on va voir. C'est évidemment sur les revenus de l'épargne. C'est sur les revenus de l'épargne que c'est fondamental. Et si dont ces retraités-là profitent d'ailleurs. On va vers ce dispositif-là, il est clair qu'on modifie complètement le fonctionnement du financement de l'économie française. Alors, faut-il encore qu'il y ait, c'est les 30% forfaitaires sur les revenus de l'épargne. Ah, ça, c'est clé. Alors, si on revient sur la fiscalité du capital, je veux pas, c'est pas un cours, mais en 10 secondes. Il y a deux éléments clés qui vont permettre de réaliser le rêve d'Emmanuel.
en l'occurrence le Chypre, c'est-à-dire une relance miraculeuse de l'économie française. La production, c'est du capital et du travail. Ouais. Bon. On avait des règles qui ont bloqué le développement du travail depuis 15 ans. Et sur le capital, depuis Hollande, on avait le taux d'imposition du capital double de la moyenne des autres pays de l'Europe. Ouais. Si Emmanuel Macron ramène la fiscalité du capital à une fiscalité à 30% libératoire à la source, ça c'est clé, c'est prélèvement libératoire à la source de 30%, tous les mots sont importants. S'il fait ça, on revient à peu près, on restera 5 points au-dessus de la moyenne qui est autour de 25, mais on revient dans la course. Or, il faut du capital et du travail pour relancer la croissance. Un mot, Emmanuel Le Chypre, il faut quand même dire la vérité sur cette génération de retraités, c'est que c'est une génération qui n'existait pas avant. C'est pas les retraités d'avant, les pauvres retraités des années 70, etc. Cette génération, c'est pour la première fois, une génération de gens qui a entre 60 et 75 ans, qui est une génération de gens qui a de l'argent, qui est en bonne santé. Non mais attendez, elle a de l'argent, elle est en bonne santé et elle a du temps. Voilà, elle est au cœur d'un triangle doré qui n'existait pas. Et c'est quand même la génération qui a très peu connu le chômage, qui est devenue propriétaire pour rien grâce à l'inflation et qui a connu une élévation de son niveau de vie. Emmanuel doit être plus précis. Je ne parle pas de Macron, je parle de Le Chypre. Il y a 2 éléments. Petit 1, le niveau, le revenu moyen d'un retraité est légèrement supérieur à celui d'un actif, c'est stupide. Donc je suis totalement d'accord, on va se faire chacun 13 millions d'ennemis, mais il faut quand même régler ces affaires. Il faut dire qu'on les aime malgré tout. Et on les aime, bien entendu qu'on les aime. Deuxième sujet majeur, c'est la partie de la population française qui est la plus segmentée, puisqu'il y a des toutes petites retraites. Et là, c'est un sujet très douloureux, auquel il faut faire attention. Absolument. Et donc il faut aller beaucoup plus loin que dire qu'ils ne sont pas concernés par la hausse de la CSG. Il faut absolument améliorer le sort des petites retraites. En fait, pour compléter ce qu'a dit Jean-Hervé, il y a 20% des retraités qui ont des revenus autour de 1 000 euros par mois. Donc ceux-là, il ne faut pas les matraquer. Mais si on enlève ces 20%, Jean-Hervé rappelait que le revenu moyen des retraités est de l'ordre de 5% supérieur à celui des actifs par unité de consommation. Mais si on enlève les 20% qui ont des faibles retraites, on est à 15-20% au-dessus. Donc si on prend un pouillème, ça ne va pas les déshabiller. En revanche, ce qui est clé, c'est pousser massivement le développement de la technologie, des investissements, de la robotisation, de la recapitalisation du secteur productif français. Quel talent, il intervient directement sur le livre. Oui, alors justement, quel talent pour rappeler son livre. Est-ce qu'il y a une révolution technologique? Est-ce que c'est elle qui va nourrir la croissance? Attendez, mais là, il y a une révolution technologique, mais il ne faut pas passer à côté. C'est-à-dire que si la révolution technologique se fait aux États-Unis ou en Allemagne, eh bien, nous fournirons des travailleurs bien formés qui iront bosser là-bas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une fiscalité du capital compétitive pour que le travail et les investissements soient sur notre territoire. Merci Christian Saint-Etienne, je vous avais tendu une perche parce que ça fera le lien avec le livre que vous publiez, Jean-Hervé Lorenzi, on va en dire un mot, vous viendrez nous en parler bien sûr. L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google et quelques autres, publié chez Erol avec Michael Bérébi. Vous nous dites, il faut arrêter d'être naïf, c'est pas une révolution industrielle. Contrairement à ce que pensent certains, Jeremy Rifkin et d'autres, peut-être Emmanuel Le Chypre, enfin peut-être beaucoup ici. Vous nous dites non, et là on est beaucoup trop naïf. Il faut que ça soit vraiment encadré. Et il faut arrêter de croire que c'est eux qui vont décider de notre existence. Première remarque, la révolution scientifique, je préfère le dire, en est à son tout début. C'est-à-dire que ça n'est pas le fait qu'on fasse du big data qui modifie le sort du monde. En revanche, les révolutions en matière de manipulation génétique, en matière de biologie, en matière d'intelligence artificielle sont plutôt devant nous et sont majeures. C'est elles qui vont changer le monde. Donc pour vous, c'est pas du tout le big data, c'est pas du tout ce qu'on appelle transformation numérique digitale. Big data, si, c'est important, c'est un élément de cette révolution scientifique et technique. Deuxième aspect, nous sommes dans la phase de ce qu'on appelle la courbongie de toutes les révolutions industrielles, mais au tout début, c'est-à-dire il y a plutôt suppression de valeur ajoutée d'emploi que l'inverse. Troisième sujet, comme toute révolution technologique, les hommes qui la définissent, la construisent, considèrent que c'est eux qui doivent déterminer l'histoire humaine telle qu'elle est. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut limiter, en tous les cas, le rôle de ces personnes qui nous disent ce que doit être le monde. Alors, on a des fous alliés, c'est-à-dire les transhumanistes qui nous expliquent qu'on va vivre 1000 ans, qu'il faut faire des manipulations sur les embryons. Je suis désolé, j'ai quelques règles éthiques et je pense qu'il faut être attentif.
Deuxième aspect, il faut n'avoir aucune limitation à l'intrusion dans nos vies. Christian, j'entendais que son portable sonnait et que l'on sait ce qu'il dit, ce qu'il va penser. On est en train de lui acheter son dîner, etc. D'accord. etc. Pourquoi vous dites est-ce qu'il faut démanteler Google? Parce que c'est pas d'ailleurs, soyons clairs, hein, le mot démanteler est un mot ambigu. Je sais pas, c'est écrit comme. Non, mais c'est les éditeurs, on essaie de vendre un livre. Tous les livres ne se vendent pas aisément. Et Emmanuel m'a pas encore invité. Donc c'est hypocrite. Oui. Ah, mais si Jean-Hervé commence par dire que c'est plus compliqué que ça, c'est pas un bon début de réponse. Hein. Faut y aller franchement. Hein. Oui, mais je resterai quelqu'un du professeur de Chypre. Oui. Jean-Hervé leur Je dis juste que l'histoire américaine, puisque ce sont des entreprises américaines, a toujours montré que l'américain de base ne veut pas que quelques entreprises déterminent l'histoire du monde. J'en prends deux exemples. Le premier, c'est la Standard Oil of New Jersey, qui a été démantelée parce que ils souhaitaient que c'était très bien de produire du pétrole, mais ça n'est pas une entreprise de déterminer l'histoire américaine. Même chose pour AT&T, qui est bien connu, l'histoire du petit juge Green. Et quand vous prenez l'ensemble des GAFA, des GAFA, ça représente peut-être 400 000 personnes. 400 000 personnes. Dirige le monde. Un mot, vous avez 30 secondes parce que vous vouliez dire que ajouter quelque chose. Non, mais sur ce point, je regrette que la Commission européenne, qui a outrageusement emmerdé les entreprises européennes et les a empêchées de grandir depuis 30 ans, n'agissent pas plus avec détermination sur les GAFA. Et de ce point de vue, démanteler, c'est peut-être pas le mot, mais en réalité, c'est de réglementer et de telle sorte qu'il n'y ait pas de monopole. Ce qu'il faut, ou alors c'est peut-être ce qui est souhaitable, c'est qu'il faut démanteler les monopoles, il faut effectivement répliquer exactement ce qui a été fait avec la Standard Oil, c'est-à-dire l'éclater en plusieurs morceaux. Pourquoi ? Parce que si on a 4 ou 5 acteurs comme les GAFA qui ont toutes les informations critiques sur 1500 millions de personnes, ce sont eux qui dominent le monde et ça, ce n'est pas acceptable. Eh bien, merci, messieurs. C'est sur cette parole qu'on va conclure cette RH. Merci beaucoup. Donc, l'avenir de notre liberté, Jean-Hervé Lorenzi et Michael Berby. Merci, Christian Saint-Etienne. Merci, Emmanuel Le Chypre. C'est la fin de l'RH. Tout de suite, Nicolas Dose, la BFM Academy. Bonne soirée. Nous, on se retrouve ce soir.